Alors, bonjour à tous et bienvenue au château de la Napoule. Je suis ravie que Daniel nous ait proposé ce projet et je le remercie parce que c'est un peu l'objectif de ce château, d'être un lieu de rencontre, de réunion et de faire émerger des projets. Donc merci beaucoup. C'est très important pour nous que les anciens résidents reviennent, créent un réseau et reviennent faire des choses au château. Donc Daniel, il était avec nous résident à l'Annapool Art Foundation en 2002. Et c'est là où j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois, où j'assistais à l'époque la directrice de l'époque. Et donc il était en résidence, je me rappelle très bien, j'en parlais ce matin, il avait fait une belle installation avec des bols tibétains dans le jardin. Et il est revenu ensuite aussi avec un autre projet d'Oculus qui avait été conçu à New York et qui a été exposé ensuite dans les jardins de la Napoule. Et Daniel a beaucoup de points communs avec la fondation, qui est une fondation américaine, donc qui possède ce magnifique lieu et qui a pour mission d'encourager la création contemporaine en accueillant des artistes en résidence. Et également donc de créer aussi des rencontres et des collaborations. Donc on a la chance en ce moment d'avoir un groupe de résidents au château, dont une partie est ici. Et Daniel a participé donc à un projet tel que celui-là. Et on est toujours resté en contact et il est revenu aujourd'hui avec un projet. Daniel a aussi de cette particularité, comme la Fondation, d'avoir un siège aux États-Unis, un siège en France. Daniel, il a un peu un pied aux États-Unis, un pied en Europe, où il a toujours conduit beaucoup de projets à Nice, notamment avec la galerie Depardieu, mais également aussi en Italie, où il a beaucoup travaillé. Il partage aussi avec Henri Clouse ce qu'on retrouve dans les sculptures du château, cet attrait pour le rituel, le sacré, la symbolique, les symboles, et de s'amuser aussi avec toute cette symbolique. C'est quelque chose qu'on retrouve. Et j'ai récemment, en rangeant des papiers de la Fondation, je me suis rappelé aussi, et quand j'ai lu votre bio, ça m'est revenu que Marie Clouse aussi était diplômée de la Rhode Island School of Design, comme vous. Voilà, donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir que Daniel puisse présenter ce projet qui est donc en partenariat avec la galerie Depardieu. Et donc qu'il puisse projeter ce film au château. Et je remercie donc par cette occasion Jean Bidal, son fils et sa petite fille, qui sont venus nous donner un coup de main précieux pour monter toute la technique, parce que là-dessus on n'est pas très fort nous à la Fondation, mais voilà, notre ami Jean est venu nous aider pour ça. Oui, bonjour, je me présente. Donc, moi, je suis la galerie Depardieu à Nice, ouverte depuis 2004. Ça fait 18 ans, 360 expositions d'artistes connus, d'artistes émergents. Voilà. Et donc, depuis 18 ans, la galerie a organisé beaucoup d'expositions consacrées à Daniel Rothbard, qui a d'ailleurs inauguré la galerie en 2004. C'est la première exposition, c'était lui. Voilà. Donc son travail explore, j'ai pris quelques notes parce que c'est pas simple, son travail explore les relations entre la nature, l'identité postmoderne et la métaphysique. Donc pour vous dire que la réflexion de Daniel n'est pas simple. Le regretté et éminent critique Enrico Pedrini, qui me l'a fait connaître, classait Daniel Rothbard dans un mouvement qu'il intitulait le possibilisme. Alors, on ne va pas développer parce que c'est assez complexe. Disons que ça désigne un art en devenir continu. Voilà. Donc Daniel Rothbard s'engage à fond dans une volonté continuelle et obsessive d'atteindre des expériences non encore explorées. Ça, c'était les termes de Enrico Pedrini, regretté éminent critique italien qui m'a fait connaître Daniel. Voilà, l'élargissement de la possibilité de la connaissance même
pour substituer l'art à la réalité. Ainsi, il étudie les fondements culturels de l'art américain de la deuxième moitié du XXe siècle à nos jours, en soulignant sa particularité et sa différence par rapport à l'Europe. Donc, nous avons présenté son livre « Seeing Naples » à Napoli, enfin, c'était en 2019, où nous avions fait une table ronde à la bibliothèque Louis Nocera à Nice. Sa nouvelle exposition, que nous allons installer demain pour le vernissage, donc, qui aura lieu jeudi 13 octobre, ça montrera une série d'images rappelant les mythes et des symboles qui nous sont familiers, des images dans lesquelles l'artiste insère numériquement ces sculptures en métal. Vous pouvez le voir sur le carton d'invitation qui vous a été distribué. Vous voyez la sculpture métallique qui, je dirais, perturbe en quelque sorte une image plutôt classique de cette installation. Hein, voilà. Donc voilà, bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout dit, donc je vais passer la parole à Sylvie. Hein, voilà. Bonjour. Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup de choses à vous apprendre, ça, certainement. Je voulais juste préciser que je suis donc une inconditionnelle de l'art de Daniel et de sa personne d'ailleurs, ainsi que Francine, sa femme, et que c'est toujours un plaisir de voir et de découvrir ces nouvelles œuvres. Donc, je pense que le film est assez éloquent. Et donc, moi, je vais rien rajouter de plus. Voilà, merci. D'accord. Alors, je tiens à remercier Nelsie Mercier, Natasha Cluse-Galloway et l'Annapool Art Foundation pour avoir organisé cette projection. Je remercie aussi Sylvie Tafani, la présidente de la Fondation Tafani, et Francine Hunter McGivern, qui a fait la direction artistique du film. Et je tiens également à remercier Christian Depardieu pour l'opportunité d'exposer pour la 11e fois dans son splendide galerie niçoise. Enfin, je voudrais remercier Enrico Pedrini, qui m'a amené la première fois dans ce château d'art et de culture vivant. Ma résidence à l'Annapool Art Foundation en 2002 a été extrêmement important pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce grand château qui, au siècle dernier, était un travail d'amour pour Henri et Marie Cluse, offre à la fois une protection pour les artistes et une communauté stimulante et créative dans laquelle tester des idées et créer de nouvelles œuvres. En tant qu'artiste vivant à Naples au début des années 1990, j'ai eu la chance de rencontrer l'écrivain et cinéaste Alain Robbe-Grillet à une conférence organisée par Romolo Runcini intitulée « La fantastique, signe littéraire et artistique de l'altérité et la métaphore de la peur ». Après le premier jour de séance, j'ai dîné avec Alain, sa femme Catherine et Romolo. Admirateur de la fiction de Robbe-Grillet et notamment de son collaboration avec Alain Resnais sur l'année dernière à Marienbad, ce fut un plaisir d'être en compagnie de l'auteur, même si je ne parlais pas français. Je n'ai compris le discours de Robbe-Grillet, mais j'ai observé ses gestes et ses expressions avec une grande fascination. De toute évidence, il se sentait très à l'aise et chez lui à Naples. D'une certaine manière, le fait que notre rencontre ait eu lieu dans cette ville l'a rendu d'autant plus magique et surréaliste. Les couloirs sans fin de l'année dernière à Marienbad font écho à la splendeur baroque du Palais Royal de Naples, tandis que des monstres apparentés à la Belle Captive
pourrait habiter le laboratoire alchimique du prince de San Severo ou les anciens ruelles du quartier espagnol et du centre historique. Le cinéma permet de visiter le Naples de cette époque et d'entretenir les réflexions de Roncini sur le fantastique en réponse aux bouleversements sociaux qui ont récemment secoué l'Europe. Le mur de Berlin est tombé moins de 3 ans plus tôt. L'artiste, écrivain et critique culturel Wayne Koestenbaum explore des thèmes dans l'écriture dans la robe grillée, Marguerite Duras et Adolfo Bioy Casares, le surréalisme revenant et mon propre travail artistique. Koestenbaum plonge astucieusement encore plus profondément dans la nature de l'amitié, de la mélancolie et de la genèse de la créativité. J'espère que vous appréciez le film et nous répondrons aux questions après la projection. Merci. Au fond des choses. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est toujours le problème des rencontres. Les rencontres sont faites d'ambiguïté. Donc la rencontre entre Daniel Rothbard et Rob Grillet est faite d'ambiguïté. Mais c'est une ambiguïté très intéressante et très riche si on regarde l'arrière-plan, l'arrière-plan qui, en quelque sorte, réunit deux auteurs qui ne sont pas dans les mêmes arts. D'un côté, l'art littéraire, de l'autre côté, l'art esthétique. Et, me semble-t-il, d'une certaine manière, on peut parler, ce n'est pas que le cas ici, hein, mais d'une sorte de transmission dans, je dirais, ce qu'est l'art majeur non pas de la postmodernité, je pense même que c'est une espèce d'expression qui, à la longue, finit par être trompeuse, mais justement dans la modernité. Je m'explique. L'art dominant de la modernité du 19e et du 20e siècle, c'est l'art de l'écrivain et l'art du poète. Et le sommet de ça, c'est évidemment l'écriture et le roman et la poésie française, puisqu'elle va se diffuser sous la forme du roman et de la poésie dans le monde entier. Le roman latino-américain du XXe siècle, c'est le successeur du roman balzacien ou du roman stendhalien, bon, tout simplement. Ce qui se produit dans l'entre-deux-guerres, c'est une rupture. C'est-à-dire on passe d'un art hégémonique qui est l'art littéraire, avec d'ailleurs l'hégémonie du français, à un passage de témoin vers l'art esthétique. Et ce qu'on peut dire, quand on regarde ce film, c'est que, bizarrement, il s'inscrit dans ce phénomène. Et même de manière assez caricaturale. Je m'explique. Rob Grillet et le nouveau roman, c'est une tentative, je dirais presque désespérée, de continuer à maintenir cette hégémonie de l'art de l'écriture. Et de quelle manière? Par le dépouillement, par un hyper-réalisme qui consiste à enlever toute sentimentalité et à mettre le réel, et rien que le réel, sous la lecture du lecteur. Donc il n'y a que du réel, il n'y a plus que ça. Tout le reste est pathos, et tout le reste je veux le supprimer, le faire disparaître. Bien. Si maintenant on regarde l'œuvre de Daniel Rothbard, elle s'inscrit dans une toute autre dynamique qui est celle qui a remplacé celle justement du roman et de la poésie française. C'est laquelle? C'est que le plasticien, très tôt, est devant une sorte de... ce n'est pas une difficulté, c'est une sorte de défi. Le défi, c'est surpasser la représentation. C'est-à-dire, on commence dans la représentation, mais attention, les premières représentations, celles du XVIe et du XVIIe siècle, sont fondées sur quelque chose d'extrêmement étonnant, qui est l'illusion d'optique, puisque créer un relief sur une image plane, c'est purement et simplement un effet d'optique et une tromperie.
la preuve en est, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que jusqu'au XVIe siècle, la plupart des humains sont incapables de voir du relief sur une image plane. C'est une construction de la modernité. C'est-à-dire les modernes ont amené à ce que nous soyons capables de voir une illusion, cette illusion d'optique qui est la perspective sur une image plane. Et tout le problème de l'esthétique moderne, c'est de réussir à... ça aurait pu être autre chose, mais c'est de réussir à casser ou les codes ou même la représentation. Et là, justement, ce qui est assez ironique, si je puis dire, c'est que Daniel Rothbard est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les cartes postales qu'il reprend, ou même ce qui se passe sur ce fameux étang, qu'est-ce qu'il tente de faire? C'est de casser la représentation. Donc il est là, tout à fait, dans la logique extrême qui est celle, justement, de l'esthétique la plus moderne et qui consiste à en venir à casser ce qu'est justement la représentation. Et c'est là qu'on voit que la rencontre, je reviens à mon point de départ, la rencontre entre Robbe-Grillet et lui, c'est une sorte, on peut, et c'est très logique, le penser comme une sorte de hiatus ou comme une sorte de transmission de témoins, comme on voudra. Et c'est ça qui, effectivement, donne un aspect, je dirais, étonnant, surprenant, un peu baroque, justement, à ce que on a vu là. Voilà. Merci, merci. Je pense que vous avez tous compris que, au-delà des images qui apparaissent d'une certaine simplicité, le travail de Daniel Rothbard est très complexe. Et il illustre bien ce que moi j'essaye de montrer dans ma galerie, c'est-à-dire un art, entre guillemets, post-conceptuel, qui effectivement remplace la réalité par l'art, en quelque sorte. Et au-delà des images, il se passe au-delà des images, l'artiste exprime bien d'autres choses. Et voilà, et donc c'est tout, c'est à partir de là, il faut regarder son travail avec ce recul et cette profondeur qui dépasse largement l'esthétique et les visuels qui nous sont proposés. Voilà, merci.